Au début des années 80, l'auteur et dessinateur américain James O'Barr commence à écrire une série de comics intitulée The Crow. Cette histoire violente raconte le destin du jeune Eric, tué par un gang après avoir assisté impuissant au meurtre de sa fiancée Shelly. Ressuscité par un corbeau et doté de pouvoirs mystiques, Eric devient alors un ange de la vengeance. Et derrière le schéma plutôt classique du récit de vengeance surnaturelle se cache un drame intime. En effet, James O'Barr avait perdu sa fiancée, tuée par un conducteur ivre en 1978. And it was basically something that I just did for myself. It was just this vehicle for me to, this cathartic type thing that was supposed to be helping me. Il faudra attendre 1989 avant qu'un éditeur ne publie le projet et à peine 5 années de plus pour que l'œuvre soit adaptée au cinéma par Alex Proyas. Classique instantané. Film culte de toute une génération, The Crow va faire l'objet de nombreuses suites. The Crow La Cité des Anges en 1996, The Crow 3, Salvation en 2000 et The Crow Wicked Prayer en 2005. Avec à chaque fois le même constat, aucune de ces suites ou relectures du personnage ne parvient jamais à égaler le film de Proyas. Et même pire, chaque nouveau film semble plonger un peu plus encore dans la série B médiocre qui ne mérite même pas un coup d'œil fatigué entre deux siestes. Et je ne vais pas vous parler de la série télé parce que franchement c'est honteux à ce niveau-là. Cette semaine, on s'apprête à découvrir le reboot The Crow, réalisé par Rupert Sanders, qui s'y connaît en projet très compliqué puisqu'il avait été chargé d'adapter le quasi-inadaptable Ghost in the Shell en 2017. Sans prétendre que c'est peine perdue avant même d'avoir vu le film, on pourrait quand même se poser une question. Pourquoi The Crow est inégalable ? Qu'est-ce qui fait que ce film étrange, sombre, malade sous bien des aspects, reste une œuvre culte qui traverse les années sans rien perdre de son aura ? Vous êtes sûrement nombreux à connaître l'étrange histoire de The Crow, un tournage maudit sur lequel Brandon Lee a perdu la vie. Rien que ça, soyons d'accord, ça suffit à forger un film culte. Et puis, tournage sacrément maudit quand même, parce qu'avant cet accident tragique, les catastrophes s'étaient déjà multipliées sur le tournage. Brandon Lee qui s'était coupé avec une fausse vitre qu'il brise en début de récit, un charpentier qui s'est grièvement brûlé dès le premier jour du tournage, un doubleur qui s'est cassé des côtes après une chute dangereuse, un technicien qui a pris une décharge violente, ou encore une tempête catastrophique qui a détruit toute une partie des décors. Du premier au dernier jour de tournage, le film d'Alex Proyas semblait condamné à souffrir. En fait, avant même que le film ne commence, James O'Barr avait dû lutter des années pour trouver un éditeur, et lutter par la suite pour que l'adaptation de son œuvre soit un minimum fidèle à sa vision. One of the producers in a meeting, one of the producers said, and this is no joke, he literally said this, I know we can do this as a musical, we can get Michael Jackson to star in it. And I thought it was a joke. I started laughing. And that's how it is in Hollywood. It's like there's this beautiful tree and every dog that comes along has to piss on it. Mais si le film de 1994 est réussi à ce point, ça n'est pas uniquement grâce à sa relative fidélité avec les comics, c'est pour d'autres raisons encore. Tout d'abord, c'est un film qui incarne à la perfection son époque. On pourrait faire de très nombreux ponts entre The Crow et Strange Days de Catherine Bigelow dont on a déjà parlé sur la chaîne. Un film crépusculaire de fin de millénaire qui incarne cette humanité décadente à bout de souffle, une civilisation qui semble attendre l'apocalypse comme une sorte de délivrance qui mettrait fin à sa chute inévitable et douloureuse. On y retrouve une imagerie à la fois rock, gothique, grunge. Dans les deux cas, les récits vont mettre en scène des puissants corrompus qui ont la main mise sur les richesses, la criminalité, les privilèges. On a également l'omniprésence de la drogue dans tous les milieux sociaux. Bref, de quoi faire une double lecture absolument passionnante pour comprendre les angoisses et thématiques d'une décennie de fin de millénaire. L'esthétique gothique du film prend évidemment le pouls des années 90, de la richesse de la scène musicale de cette époque, et le passé de clipper d'Alex Proyas fait des merveilles avec le parti pris visuel de l'œuvre. Avant cela, le cinéaste avait essentiellement réalisé des clips musicaux, notamment pour Sting, Fleetwood Mac, Yes ou encore Cock Robin.
Et dans ce long métrage, il y a une partie de l'esthétique MTV du début des années 90. Ce montage survolté, les effets visuels complètement fous et expérimentaux. Et une bande originale exceptionnelle. The Cure, Pantera, Rage Against the Machine, Nine Inch Nails, qui reprend du Joy Division, la crème de la crème, pour une œuvre visuelle mais aussi musicale. Un film qui fait office de rassemblement des plus grands de l'époque. En ce sens, The Crow est profondément indissociable de sa décennie. C'est un film culte générationnel. Quelque chose d'assez fou et rare dans une époque où la plupart des studios semblent bien trop occupés à surfer sur la nostalgie des décennies précédentes pour réellement s'arrêter et prendre le temps de raconter notre époque. On peut noter au passage que le cinéaste Alex Proyas allait continuer à explorer cette atmosphère crépusculaire dans son film suivant, l'excellent Dark City. Et pour le reste de sa carrière au cinéma... Il est loin, le temps où les dieux marchaient parmi nous. On va faire comme si on n'avait rien vu. Mais l'autre force de The Crow, c'est de ne pas se limiter au simple film de vengeance sombre. On aurait facilement pu tomber dans le film maniériste, tape à l'œil, qui n'a rien d'autre à offrir que son esthétique et sa violence. Mais Alex Proyas prend soin de respecter la dimension intime que James O'Barr avait insufflée aux comics. On se retrouve face à une œuvre troublante, sur laquelle pèse cet esprit de deuil inachevé. Ce rapport personnel de James O'Barr avec l'œuvre, on le retrouve dans les moindres détails, jusque dans les dialogues. On se souvient tous de cette scène touchante, lors de laquelle Eric révèle son retour d'entre les morts à la jeune Sarah en lui disant « Can't rain all the time. » Eric? Cette simple phrase vient d'un épisode autobiographique de James O'Barr. Plus jeune, il était complètement fauché et s'est retrouvé coincé à la caisse, incapable de payer. Il s'apprêtait à reposer tous ses achats pour ne garder que du riz, histoire de survivre, lorsqu'un bienfaiteur anonyme lui a payé ses courses et lui a dit « On ne peut pas manger du riz tout le temps ». Ça peut paraître peu, mais c'est une énième preuve de ce que représente The Crow pour son créateur. Un récit métaphorique mais hautement autobiographique, qui raconte ses échecs, ses traumatismes, mais aussi les moments de douceur, de bienveillance dont il a été témoin. The Crow, ça n'est clairement pas simplement un vigilante qui revient d'entre les morts et qui sème le chaos, la mort et la violence autour de lui. Un des changements majeurs par rapport aux comics, c'est d'ailleurs la présence bien plus notoire de l'histoire d'amour dans le film d'Alex Proyas. Le film est également un drame familial, notamment via le personnage de Sarah, sa relation avec Eric, mais aussi avec sa mère. Un film rempli de moments de douceur, de tristesse, de mélancolie. Pour faire simple, c'est un film qui a une âme, qui ne voit pas en Eric Draven qu'une simple excuse pour réchauffer un univers déjà très marqué avec un anti-héros mémorable. Le long métrage de Proyas est également plus qu'avant-gardiste. On a tout le manuel de l'adaptation parfaite d'un comics sombre à l'écran. Plus de 10 ans avant Sin City par exemple, qui semble avoir pioché pas mal d'idées et d'inspiration chez Alex Proyas. D'ailleurs, le film de Robert Rodriguez va assumer l'idée de faire un film en noir et blanc, un parti pris que Proyas envisageait sérieusement pour The Crow avant de se heurter au refus du studio. Et bien évidemment, ce rapport au deuil, ce drame humain qui hante le film, on le doit également en partie à la tragédie qui a frappé le tournage. Brandon Lee, dont c'était uniquement le 5e long métrage, a été tué accidentellement en plein tournage à seulement 28 ans. Comme son père, 20 ans plus tôt, la mort du jeune acteur sera une terrible tragédie entourée de controverses, de théories du complot en tout genre. Brandon devait épouser sa fiancée, Eliza Hutton, juste après le tournage de The Crow. Forcément, ce genre de tragédie ne peut qu'impacter l'œuvre finale. Au-delà des réécritures qui ont été nécessaires pour terminer le film et compenser l'absence de l'acteur, cet accident va faire peser sur The Crow une sorte d'étrange malédiction. Une tristesse infinie qui est palpable à l'écran. Et tout comme on peine encore à voir The Dark Knight sans penser au destin tragique de l'acteur Heath Ledger, on ne peut pas dissocier Eric Draven et Brandon Lee. Le personnage et l'acteur existent l'un pour l'autre. The interesting thing about this character to me is that you're dealing with a guy who's literally been pushed to the limits of his own sanity, you know. And I think that something of the persona of the Crow that he takes on, he does because he himself can't necessarily deal with what's happening. Immense succès commercial et critique à sa sortie, The Crow sera un film culte instantané, le symbole d'une génération. On aurait pu y voir une œuvre intouchable, à l'aura mystique, qu'il valait mieux laisser tranquille, mais bien évidemment, à Hollywood, c'est l'appel d'offres qui est intouchable. Et il semblait impossible aux producteurs de laisser un tel univers se reposer vu le potentiel au box-office.
À peine 2 ans plus tard, sort The Crow, la Cité des Anges. Il y avait plusieurs raisons de se dire que ça pouvait fonctionner. Premièrement, le film avait le bon goût de ne pas remplacer Brandon Lee à proprement parler, puisqu'il raconte l'histoire d'un nouveau personnage, Ash Corven. À la réalisation, c'est Tim Pope qui remplace Alex Proyas. Là encore, un jeune cinéaste qui vient de l'univers des clips, et pas n'importe quel clip. Pope était particulièrement connu pour son travail visuel sur les chansons de The Cure. La boucle était bouclée, il semblait être l'homme de la situation. Mais à peu de choses près, La Cité des Anges ne sera qu'un remake en moins inspiré. Seule différence, Ash Corven ressuscite pour venger son fils, et non pas sa fiancée. Mais pour le reste, tout sent la redite. Vincent Perez, l'acteur qui incarne Corven, ne parvient jamais à proposer quelque chose de nouveau. Il semble paralysé par l'enjeu colossal de son héritage et fait du sous Brandon Lee. I think I feel a little bit shy, you know, regarding that. I feel a little bit shy, especially after Brandon Lee. But you said it yourself, this is a different story. Yeah, but it's, you know, it's The Crow. Tout comme Tim Pope verse dans la caricature du style de Proyas. Cette suite échoue exactement là où l'original était un petit miracle. Le style excessif et outrancier perd en authenticité pour ne devenir qu'un gimmick forcé. L'émotion disparaît au profit d'un récit de vengeance qui sent le réchauffer et la caricature. Reste une déception, le film avait potentiellement bien plus à offrir. En effet, Tim Pope a totalement perdu le contrôle créatif de son film en raison du studio Miramax, dirigé par les Weinstein. Et clairement, le produit auquel on a eu droit n'est pas du tout le film imaginé par Pope. Pour le reste, chaque suite, reboot, tentative de prolonger l'univers sera de plus en plus médiocre. Les 2 longs métrages suivants, Salvation et Wicked Prayer, vont faire comme La Cité des Anges mais en bien pire. On dirait simplement des clips de métal gothique réalisés par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est le métal gothique, et à une époque où cette esthétique était déjà devenue ringarde. À ce moment-là, ce qu'on fait de l'univers de The Crow n'incarne plus du tout ce rôle générationnel du film de 1994. Aucune jeunesse ne se reconnaît là-dedans, le style est désincarné, périmé. Vient le moment de faire un petit bond dans le temps. Après 19 ans de pause, la franchise renaît au cinéma ce mois-ci, avec le reboot dont on parlait en début de vidéo. C'est donc le premier film à assumer de ramener à la vie le personnage de Eric Draven. Contrairement à toutes les tentatives précédentes, Rupert Sanders n'essaie pas de récupérer l'esthétique des comics ou celle de Proyas. Exit cette ambiance d'Halloween, exit le style gothique, exit la bande originale rock et metal, on assume les années 2020 à fond, au point de transformer Draven en proto-Post Malone, dont les tatouages et le style rappellent quand même terriblement les mauvais souvenirs du Joker de Jared Leto. Au moins, on ne peut pas reprocher au film de ne pas essayer de s'ancrer dans son époque. C'est déjà ça. Le problème, c'est que la bande-annonce rajoute pas mal de choses à l'univers qui semblent assez malvenues. Par exemple, une mission au protagoniste, celle de sauver l'âme de sa bien-aimée. Il faudra évidemment attendre de voir le traitement qui en est fait, mais rien que là, à chaud, ça me semble être un changement contestable. Toute la tragédie de Draven, c'est qu'il retournera à la tombe dès que la nuit sera terminée. Il sait que Shelly ne reviendra pas, il sait qu'il n'y a rien à sauver. Le film d'Alex Proyas poussait à l'extrême cette idée portée par beaucoup de grands films de vengeance. La vengeance est un exutoire, mais elle est vaine, elle n'apporte rien. Et le faux sentiment de justice qui vient avec n'est qu'une mascarade pour tenter de justifier moralement le bain de sang auquel assiste le spectateur. The Crow 2024 semble totalement passer à côté de cette idée. La bande-annonce donne l'idée d'un film qui célébrerait cette violence sans rien avoir de son aspect nihiliste. Encore une fois, difficile de juger un film entier sur une bande-annonce, et j'aime partir du principe que chaque projet mérite sa chance. Mais j'avoue qu'on a toujours des a priori en entrant dans la salle, et je suis tout sauf emballé par ce qui nous a été montré pour le moment. La mise en scène maniérée, le style visuel, Eric Draven qui passe de The Cure à un rappeur SoundCloud, rien ne me fait envie là-dedans. Cela dit, en y allant sans la moindre attente, j'espère être agréablement surpris. Et vous, qu'espérez-vous de ce reboot? Pensez-vous également que personne ne parviendra jamais à égaler l'aura du film d'origine? Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et au moment où sortira la vidéo, si certains d'entre vous ont déjà vu le film, n'hésitez pas à partager votre avis sur cette nouvelle version. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, partager, commenter pour faire vivre la chaîne. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.